Bonjour, aujourd'hui on va voir les fonctions en langage C pour les microcontrôleurs. Le plan de la présentation, on va commencer par voir c'est quoi les avantages et les inconvénients des fonctions. On va faire un retour sur les types d'occurrence d'une fonction, donc la déclaration qu'on appelle normalement le prototype, la définition qui contient le code et finalement les appels. On va discuter du découpage des fonctions, puis en même temps, on va faire un retour sur certaines notions préalables qui couvrent la portée des variables et le masquage des variables. On va ensuite discuter de la division des programmes. On va ensuite faire un exemple pour différentes fonctions du contrôleur HD 44780. Donc les présentations vont être découpées. Il y en a qui commencent à cet endroit-là, puis il y en a d'autres vers la fin. On va discuter des fonctions publiques et privées en C. On va aussi discuter des astuces par rapport au nom. Donc, comment on nomme les fonctions à l'intérieur d'une bibliothèque pour qu'elles soient facilement identifiables et aussi, on va voir là, pour qu'elles apparaissent tout seules quand on édite notre code. On va poursuivre avec l'organisation des fichiers, c'est quand même important. Donc, une fois qu'on a fait toutes ces fonctions-là, il faudrait les regrouper dans un fichier là, pour ne pas avoir tout ça pêle-mêle à l'intérieur d'un seul fichier à la fin. On va terminer avec un exemple de planification des fonctions puis de réalisation de deux fonctions avec des paramètres. Donc, dans cette planification-là, je vais vous montrer une espèce de méthode importée, encore une fois, de l'orienté objet. Bon, les avantages et inconvénients. Donc, dans les avantages, ça va beaucoup faciliter la lecture d'utiliser des fonctions. Donc, au lieu d'avoir un groupe d'opérations, mais de résumer tout ça en une seule expression, en un seul mot ou quelques mots collés, c'est beaucoup plus clair que de devoir analyser ce que font chacune des opérations pour en deviner l'intention. Ça aide beaucoup aussi à la maintenance. Par exemple, quand on a des problèmes, mais c'est beaucoup plus facile de cibler le segment de code qui est à vérifier ou à déboguer. Ça va aussi permettre de réutiliser le code. Vous allez voir, un des exemples qu'on utilise beaucoup, c'est la librairie pour le LCD. Et naturellement, une fois que c'est fait, cette librairie-là, il y a peu ou pas de changements à faire pour la réutiliser. Donc, soit dans un nouveau projet sur le même microcontrôleur, si on utilise le même pinout, il n'y a aucun changement. Puis si on passe d'une famille à l'autre, des fois, il n'y a que quelques définitions à changer au départ, sinon le reste identique. Bon, ça va réduire aussi le temps de compilation, de procéder de cette manière-là, parce que le compilateur va compiler que les sections qui ont été modifiées. Sur des petits programmes comme pour les microcontrôleurs qu'on utilise, ça ne fera pas vraiment de différence notable. Là où ça va commencer à faire une différence, c'est vraiment sur des gros projets. Là, ça pourrait être plusieurs minutes de compilation. Alors, l'utilisation des librairies, ça peut changer le temps de compilation de façon significative. Ça peut permettre aussi de travailler en équipe. Donc, on peut facilement se segmenter l'ouvrage en partageant les éléments, puis en disant, toi, tu vas faire, par exemple, la fonction d'initialisation. Moi, je vais me charger de la fonction qui va écrire les caractères pour le LCD. Donc, on peut facilement se séparer les choses. Ça peut aussi permettre de carrément séparer l'utilisation. Donc, par exemple, dire, toi, tu vas faire la librairie du LCD, moi, je vais faire la librairie de la gestion de la position du robot, par exemple. Bon, les inconvénients, parce qu'il y en a, c'est le concept de surcharge pour la mise en contexte. Donc, ça prend un certain temps quand on fait un appel de fonction. Il y a un certain nombre d'opérations qui sont faites. Et ces opérations-là sont observables. Donc, l'impact temporel peut être observable dépendamment naturellement de l'échelle dans laquelle on est. Donc, ça va être observable naturellement en temps, mais aussi en ressources. Donc, par exemple, si on n'utilise qu'une seule fois la fonction, le fait d'appeler la fonction, c'est une surcharge qui va être notable parce qu'on a ajouté des opérations pour exécuter ce segment de code-là une seule fois. Mais ce que je propose, c'est de vous faire une démonstration. Donc, d'abord, on va regarder l'effet temporel, puis ensuite, on va regarder l'espace que ça va prendre de plus d'avoir des fonctions. On va commencer par cette observation-là. Donc, présentement, ce que vous voyez, c'est l'oscilloscope qui est connecté sur
le Arduino Micro. Donc, on observe la pin PC7, donc celle qui clignote, là, le LED qui clignote en ce moment. Puis, l'affichage de l'oscilloscope est en temps réel, donc il est vraiment activé en ce moment, là. Il fait vraiment son analyse. Donc, pour résumer un petit peu ce que vous voyez, on a actuellement la trace. On peut voir que son amplitude est de 2,5 divisions. La sonde que j'utilise, c'est une D6, donc elle est en mode D6, c'est bien configuré. Et l'oscilloscope, le trig, est configuré pour réagir au changement d'état. Donc le edge, falling edge sur le canal 3. Et la hauteur du trig est à peu près à 2 volts. Donc c'est pour ça qu'il est centré ici. On peut aussi voir, la base de temps est à 20 millisecondes par division. Puis on dure 5 divisions, ça veut dire qu'au fond, notre période est de 200 millisecondes. Donc 5 hautes, 5 basses. On garde l'état haut 100 millisecondes, l'état bas 100 millisecondes. Donc finalement, c'est le blink à 100 millisecondes qu'on est en train d'observer. Pour faire la démonstration, on va utiliser Arduino IDE parce que je vais vous montrer l'effet des fonctions qui sont présentes dans Arduino IDE sur le temps. Bon, le code n'est pas du tout compliqué. On a pin mode qui va aller mettre le LED en sortie. Et dans la boucle infinie, on a digital write qui attend un délai de 100 millisecondes. Et ensuite met le digital write pour, donc on a le high puis le low, donc il varie entre 1 et 0, puis on a notre 100 millisecondes. Donc c'est vraiment ce qu'on observait. Ce qui est intéressant, ça serait de dire, OK, mais qu'est-ce qui arrive si je dis, fais-le le plus rapidement possible, c'est-à-dire allume et éteins, un après l'autre, tout le temps. Donc, je vais le mettre 4 fois. Il ne faut pas qu'on mélange la boucle loop avec les temps d'appel. Donc, je vais mettre 4 répétitions. Là, on a 1, 2, 3, 4 répétitions. Excellent. Je télécharge après avoir compilé. Sur l'observation, on n'est plus capable de voir avec la caméra le clignotement du LED. C'est maintenant trop rapide. Si on retourne à l'oscilloscope, bon, on peut voir que ça a beaucoup accéléré. On va changer l'échelle de temps. On va l'immobiliser parce qu'il y a des changements, là. Ça, c'est dû au fait que nos 4 opérations sont à peu près du même temps, mais le loop, lui, va varier d'une fois à l'autre. On va juste arrêter ça. On va juste l'envoyer single pour qu'il nous le fasse une seule fois. On va agrandir un peu notre échelle de temps encore une fois. Excellent. Donc ici, on peut voir le temps que ça prend entre deux opérations. Je mesure actuellement, on va ajouter nos curseurs. La période la plus rapide qu'on obtient avec la librairie d'Arduino, donc les fonctions qui sont disponibles dans Arduino, c'est une variation d'environ 10 microsecondes. Donc c'est à peu près ce qu'on observe. De toute façon, ici on en a deux, on peut voir, il y en a environ 5, puis c'est pas mal assez précis là, à ce niveau-là. Donc ça, c'est le plus rapide qu'on peut obtenir. Je vous rappelle que notre microcontrôleur il est cadencé à 16 MHz. Je trouve ça assez bas comme résultat. On va maintenant essayer de le faire, mais directement avec des affectations sur la broche. Donc, on sait déjà que la LED est connectée à PC7, donc on va manipuler directement le port PC7. Dans Arduino IDE, on peut aussi programmer de cette façon-là. En fait, c'est tout fait de la même façon en arrière. Arduino, ce n'est pas un langage différent, c'est juste une interface. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'utiliser les fonctions d'Arduino, on va maintenant utiliser des accès directs. Donc, tous les appels qu'on faisait sont dans l'autre logiciel, donc dans AtMel Studio, sont aussi disponibles ici. Un décalé de 7. Puis, on va faire le clear bit avec le complément 1, puis on va répéter ça 4 fois, comme on faisait tantôt. Maintenant, je compile et télécharge. On va téléverser. On redémarre l'oscilloscope. Là, on peut voir que ça l'a beaucoup réduit. Donc, encore une fois, il va falloir que je réduise mon échelle de temps. Bon, ici, on peut voir mes 4 répétitions et là, maintenant qu'on est dans une échelle de temps beaucoup plus petite, on peut voir l'effet de l'appel à la fonction loop. Donc, nous, on va s'intéresser aux transitions entre, par exemple, ces deux segments-là ici. On pourrait aussi juste en redéclencher un autre.
Excellent. Donc là, ici, pour moi qu'il soit juste centré, je vais aussi augmenter encore plus pour voir un petit peu mieux. Là, on a quand même une échelle de temps intéressante. On est à 50 nanosecondes par division. Puis là, ce qu'on peut voir, c'est que le temps d'opération entre chaque changement, c'est 50, 100 et environ 150. On va aller mesurer d'une étape à l'autre exactement combien de temps on a. Donc ici, on est précisément à 4 MHz. Donc on peut voir que chacun des fronts dure, on peut voir que la séquence complète dure 250 nanosecondes, donc 125 nanosecondes pour chacune des opérations. Et on va voir si on est capable de faire mieux. Je crois que c'est à peu près le mieux qu'on peut faire avec Arduino. Au niveau de la compilation, on peut voir qu'avec les fonctions Digital Write utilisées, on est à 3902 octets pour l'espace utilisé. Puis ici, on remplace ça par notre code et on recompile. On a 3622 octets, donc à peu près 1% de différence pour l'utilisation, juste avec une seule fonction d'utiliser. Naturellement, ben, là, il y a d'autres fonctions qui sont utilisées, puis certaines qu'on voit, certaines qu'on ne voit pas. Donc, pin mode, on la voit. On pourrait aussi l'enlever parce qu'on sait très bien comment faire pin mode sans utiliser ça. Donc, on pourrait faire DDR-C ou égal 1 décalé le 7 et puis voir l'effet qu'on va avoir maintenant sur la compilation. Encore là, on a regagné là, plusieurs octets juste en faisant un accès direct. Donc on voit les fonctions, ça prend non seulement du temps à exécuter. Dans le cas des fonctions de Digital Write, c'était beaucoup de temps. On ne parle pas de petit temps là. Donc c'est énorme la différence entre les deux. Donc, oui, c'est facile d'utiliser des fonctions déjà faites, mais dans certains cas, le coût est peut-être beaucoup plus important que ce qu'on pense. Qu'est-ce qui arrive si on fait le même exercice, mais à l'intérieur d'un projet dans Atman Studio? Donc, ce que je fais ici, c'est simplement exactement le code qu'on avait tantôt. Donc, DDRC dans lequel je vais activer le bit pour mettre la broche en sortie. Et ici, ben, je fais clignoter 4 fois dans un while 1. Et c'est tout pour le code du main. Donc ici, si je transfère, on va regarder ce que ça donne à l'oscilloscope. Ça donne exactement la même chose, en fait, qu'on peut voir. Je reviens exactement à 4 MHz. Donc on peut supposer que ça prend quand même 2 coups d'horloge pour faire les clear puis les 7 bits sur nos ports. On peut regarder le code généré pour être curieux. On peut aussi regarder l'espace que ça utilise notre code. En ce moment, le programme au complet utilise 220 octets et 0 octet de mémoire RAM. Bon, la différence qu'on voit qui est quand même considérable avec Arduino, mais c'est qu'Arduino, il y a plein de librairies qui sont chargées en arrière, par exemple, pour vous permettre d'envoyer des messages sur le port série. Donc, il y a toutes sortes de choses qui sont chargées à la base qui prennent de l'espace. Donc, c'est pour ça qu'on est passé là, comme de 12% à 0,7% dans ce cas-ci, puis 0 octet pour les variables, parce qu'on peut voir en effet, on n'a aucune variable de déclarer dans notre programme en ce moment, mais Arduino, dans ses librairies cachées, charge beaucoup de variables, donc c'est de là qui venait tout l'espace qu'il prenait. Peut-être une autre réalité qui est à considérer quand on utilise un environnement de développement comme ça qui facilite un peu les choses, ben, on perd des ressources. Un des avantages, ben, c'est que vu que les librairies sont déjà faites, c'est très très rapide. Donc, pour utiliser le LCD dans Arduino, on charge la librairie du LCD, on spécifie les broches qu'on utilise pour parler, puis on commence à imprimer les messages. Donc, dans notre cas, à nous, on a tout refait un peu du début. En même temps, si on a déjà fait la librairie ou si on a accès au code de base, ben on peut aussi l'intégrer puis l'utiliser. C'est pas plus compliqué que ça. Si on vient dans Output File sur le côté ici,
On a accès à différents fichiers, donc on a les fichiers complets, mais on peut aussi aller voir le code qui correspond, donc le code assembleur qui a été généré à partir de notre fichier en C. Lui, il génère un genre d'assembleur où il décode les opérations qu'on veut faire. C'est ici, c'est le début. On va sûrement finir par trouver notre main. Ouais, notre main est ici. Là, on peut voir comment lui reconnaît notre main. Donc ici, on peut voir qu'il a fait des 7 bits puis des clear bits sur le bit 7. Donc du registre 8. Le registre 8, là, si on retournait dans la datasheet, fort probable que c'est l'adresse de passé. Quand je vous donnais le code en assembleur, ça serait l'équivalent de toutes nos séquences. Puis là, ici, on a un jump qui retourne un petit peu plus tard. Donc, ça nous donne une petite idée de l'équivalent. Donc, encore une fois, vous allez dans le fichier LSS, ça vous donne le fichier, ça vous donne l'équivalent assembleur de ce qui a été perçu. Donc, dépendamment aussi de la configuration qu'on a, donc par défaut, en ce moment, j'ai laissé l'optimisation du compilateur à Optimize. Donc, il y a différents types d'optimisation qui sont disponibles. Le debug qu'on va utiliser quand on est en debugging pour s'assurer justement que, que chacune des opérations qui sont dans notre code correspondent à un point qu'on peut faire un arrêt, par exemple, donc des choses comme ça. Sinon, on peut mettre None aussi, où ce que là, il n'y a plus aucune optimisation. Juste pour le fun, on va compiler puis regarder ce que ça nous donne. Maintenant, on retourne voir notre fichier en assembleur. Là, OK, là, il y a beaucoup plus d'étapes. Puis, bah tiens, ça va être intéressant. On va pousser ça à l'intérieur de notre microcontrôleur. Parce que là, on voit qu'il fait vraiment une séquence quand même assez longue d'opérations pour recopier exactement ce qu'on fait là sans essayer d'optimiser. Là, on vient voir à l'oscilloscope, probablement que notre temps est plus le même. Ouais, notre temps est beaucoup plus long maintenant. On va diminuer ça pour avoir une idée du temps qui correspond à ça. Maintenant, je vais le mettre un petit peu plus grand. On va l'arrêter. Donc ça, regarde maintenant, on a environ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est rendu maintenant à une fréquence d'environ 700 kHz. Donc on a quand même diminué beaucoup l'efficacité. Ben, ça, c'est directement lié au fait que nos étapes, ben, il y en a vraiment beaucoup plus qui sont faites pour chacune des équivalentes de nos lignes en C. C'est là qu'on voit l'impact peut-être de notre optimisation. Comme je disais, c'est souvent avec ça, en allant voir des fois le code assembleur, qu'on peut voir ben, l'effet de différentes lignes de programmation pour voir ce que ça va faire exactement sur notre code. On va juste repousser à l'intérieur le code original, juste pour s'assurer que tout est correct. Je viens revérifier à l'oscilloscope et puis là, on peut voir, on est revenu à notre 4 MHz. Donc, il y a une façon d'aller à 8 MHz parce que théoriquement, on devrait avoir 8 MHz étant donné que notre horloge est à 16 MHz puis qu'on se fait dire dans la datasheet qu'il est capable d'avoir des accès sur ses sorties à la même vitesse que l'horloge. Une façon alternative de faire l'accès aux entrées-sorties, ça serait de les faire directement. Donc nous, depuis le début, on fait des masques. Donc je vais juste vous montrer si jamais on fait des accès directs. Donc je vais remplacer les masques par des écritures directes. Voilà. On va pousser ça à l'intérieur. On revient voir à l'oscilloscope. Là, on peut voir, on est maintenant rendu avec notre 8 MHz. Donc, je vais vous déplacer les curseurs pour vous montrer. Donc maintenant, on est rendu avec notre période de 8 MHz. Puis ben, la raison, c'est que maintenant, au lieu de faire des masques, il va directement faire de l'écriture dessus. On peut voir dans le fichier assemblé, on va descendre, voir le code équivalent. Puis maintenant, tout ce qu'il fait, c'est vraiment des écritures directement dans les registres. Donc ici, mis dans ce cas-ci 0x80 à l'intérieur du registre 24. Puis là, il pousse 0x24 directement sur la sortie. Donc, ce n'est pas des masques. Les masques, c'est 2 coups d'horloge. C'est expliquer tous les temps associés à chacune des opérations dans la feuille de spécification. Mais nous, ici, des écritures directes, ben ça, c'est directement 1. Puis dans le registre R1, c'est 0 qu'il y a dedans.
Ici, l'équivalent, c'est de mettre bit 7 à 1. Ici, de le mettre à 0. Donc ici, il y a un chargement qui pourrait être plus long, mais il y a quand même un pipeline à l'intérieur qui pourrait faire en sorte que ça prend quand même juste un coup d'horloge, cette instruction-là. C'est expliqué dans le manuel sur les opérations que l'instruction set clear bit qu'on utilisait précédemment, à cause des masques, ça prend 2 coups d'horloge. Donc, c'est tout prévisible. L'écriture directement sur un port comme on fait là, ça affecte toutes les bits. Donc, c'est assez rare qu'on ait un contexte où on utilise 8 bits d'un coup, mais ça pourrait arriver. Par exemple, si on avait 8 bits de données sur le port B on a 8 bits, ben on pourrait accéder directement à nos sorties d'un seul coup en une seule écriture. Et là, on peut prévoir que ça en prendrait un seul coup pour valider les 8 bits d'un seul coup. C'est quand même très intéressant, dépendamment de l'application, de savoir qu'on peut faire ce type d'opération-là et qu'on est capable d'atteindre jusqu'à la fréquence de l'horloge divisée par 2, parce que naturellement, l'opération basse et haute, ça divise notre horloge par 2. Et on tourne dans notre code. Donc maintenant, il y a une autre chose que je voulais discuter avec vous, c'était la mise en contexte. Donc, on se rappelle, il y avait une méthode qu'on a vue pour remplacer ce genre de code-là par une macro. Une des méthodes que je vous ai montrées, c'est avec des macros pour remplacer des segments de code qui pourraient être plus ou moins lisibles. On va faire une macro comme on avait fait, puis voir l'effet que ça a sur notre code. Donc ici, on va faire LED on. Oups. Qui était notre passé. Tiens, on va copier-paster. Ici, on enlève le point-virgule, puis on va mettre ici LED off. On va voir l'effet sur le code. Ici, c'était un et avec un complément. Et là, ben, au lieu d'écrire cette séquence-là, on va écrire notre séquence LED on, LED off. Et on va voir ce que ça fait au niveau temporel. Donc, on va le copier 4 fois encore une fois. Bon, je l'envoie. Ah bon, ça, cet avertissement-là, c'est à cause que notre fichier LSS est ouvert. On va juste le fermer au carré de nous agacer. Je l'envoie à l'intérieur, puis on va aller vérifier à la CSCOP qu'est-ce qui arrive au niveau temporel. Je vais repartir le CSCOP. Bon, on peut voir que bon, on est revenu au résultat qu'on avait précédemment. Donc, je vais réduire l'échelle de temps ici. Et on est revenu à notre 50. Puis on peut voir, on est revenu à notre 4 MHz pour la fréquence d'un on-off. Donc, ça veut dire que ça nous prend encore 125 nanosecondes par changement sur nos sorties. Donc, il n'y a eu aucun impact sur le temps. Est-ce qu'il y en a eu sur la compilation? Donc là, on peut aller voir la sortie. On se souvient, on était à 220, on est toujours à 220. Ce qui arrive, c'est que define, c'est quelque chose qui n'a aucun impact sur la compilation dans le sens où ce qu'on écrit à côté du define, c'est comme si je l'avais écrit directement dans le texte. Donc, avant de compiler, il va remplacer toutes mes LED on comme si j'avais écrit parser ou égal 1 décalé de 7. Même chose pour les off, il va remplacer ça parce que j'ai écrit à côté. Donc, c'est vraiment une substitution entre ce qui est défini puis le code qui le remplace avant même la compilation. Donc, ça n'a aucun impact sur la compilation, cette approche-là. Par exemple, si quelqu'un décidait, ouais, mais moi, je ne tripe pas macro, je vais faire une fonction. Good, on va faire une fonction. On va faire une fonction qui ne retourne rien et qui s'appelle LED on. À l'intérieur de cette fonction-là, ce qu'on va avoir, c'est ceci. On va faire aussi un LED off. De la même façon, void LED off. Puis, on va prendre le code de la macro. Certains vont avoir exactement la même chose. Ici, on va aller remplacer tous nos appels par LED on et LED off. Et voyons s'il y a un impact, bon, premièrement au niveau temporel.
Oups! Donc, je vous rappelle que je n'ai pas changé les paramètres d'optimisation ici. Donc là, on va augmenter notre temps. OK, là, ça nous donne maintenant, on va placer les curseurs. Donc, nos appels qui prenaient 250 nanosecondes prennent maintenant 1.252. Donc, 5 fois plus de temps sont associés aux appels par rapport à la manipulation du port. Donc, ici, pour mettre à on et mettre à off. Naturellement, là, la mise en contexte, c'est un ratio énorme par rapport à l'opération parce qu'on a une opération sur la sortie et on a tous les effets de la mise en contexte. Il faut savoir aussi que cette mise en contexte-là peut être plus longue parce qu'en réalité, ici, on voit que la mise en contexte correspond à 1 microseconde sur 2 appels, parce qu'on appelle pour on puis un appel pour off. Donc, on a environ 500 nanosecondes associées à notre appel en ce moment. Ce qui a de l'allure en réalité. Ça pourrait être un petit peu plus, dépendamment si on avait par exemple des paramètres à transmettre. Donc là, il y aurait des opérations supplémentaires à faire en mémoire. C'est quand même spectaculaire, naturellement, dans ce cas-ci, parce qu'on a une seule opération. On a comme multiplié par 5 notre temps pour exécuter le même code juste en utilisant des fonctions. Il faut savoir que certains compilateurs qui supportent des mots-clés comme inline permettent au fond de dire au compilateur quand tu rencontres ce code-là, ben, remplace-le par celui-là. Donc, il va remplacer les appels de fonction par le code qui est à l'intérieur. On revient dans ce cas-ci à peu près à la même performance qu'on avait tantôt. Là, c'est juste que mes curseurs sont déplacés, mais on a encore notre 4 MB, donc notre 250 nanosecondes par segment. Donc, inline, ça permet de remplacer, de revenir au fond à ce qu'on était comme si on avait une macro. Il faut faire attention parce que c'est traite un peu comme façon de faire. Donc, dans certains contextes, si il nous reste beaucoup de place et qu'on veut gagner des performances, il y a certaines opérations qui peuvent être plus pénalisantes qu'on pourrait remplacer puis dire ben, OK, ben, cette fonction-là, mets-la à inline. Donc, c'est comme je disais, ça revient au même que tous les appels de la fonction vont être retirés puis il remet le code systématiquement comme on l'a rentré. Donc, ça a l'avantage au niveau de la lisibilité d'avoir des fonctions et au niveau de la performance, on enlève le désavantage de la mise en contexte. Naturellement, ça va nous prendre beaucoup d'espace, puis ça va nous jouer des petits tours. Donc, juste par rapport à l'espace, on n'avait pas comparé. Donc, ici, avec inline utilisé, on est revenu à 220 octets et aucune variable. Donc, c'est exactement ce qu'on avait. Si je retire le inline, donc je reviens avec des appels de fonctions. Là, on devrait s'attendre à quelques lignes de plus. Tomber à 244 octets pour le programme. Donc, naturellement, j'ai plus de lignes parce que j'ai ces lignes-là qui sont réellement considérées maintenant. Donc, j'ai maintenant les appels de mes fonctions qui sont considérés dans la compilation. Dans l'autre cas, ben, il fait juste comme remplacer, comme si on avait mis des genres de macros. Donc, c'est l'équivalent. Donc, les deux sont possibles d'être utilisés. Naturellement, inline, comme je dis, c'est pas supporté par tous les compilateurs. Donc, il faut s'assurer que notre compilateur supporte ça. GCC pour Atmel VR, il supporte. Donc, c'est quelque chose de bien. Et au niveau du code généré, on pourra regarder ce que ça nous donne. On va descendre dans le main. Donc, premièrement, ben, il y a du code réservé pour nos fonctions maintenant. Donc, ici, on peut voir les deux. Puis, quand on a des appels ici, ben, il dit, OK, ici, je vais faire un call sur la section du programme C4 et s'en vient à la ligne C4 qui est ici, où on commence. Donc, il fait son 7 bits. Puis ensuite, il y a tout le retour de la mise en contexte. Donc, la mise en contexte, c'est quoi? C'est que le processeur, quand il reçoit un appel pour aller ailleurs en mémoire, il va mettre dans ses registres de travail de côté,
puis il va charger le nouveau contexte. Donc, par exemple, les nouvelles variables locales, il va les charger en mémoire, puis il va commencer à travailler avec. Ensuite, quand il a fini, ben, il va retourner les valeurs de retour. Bon, c'est tout le temps la même place pour la valeur de retour. Puis il va retourner d'où il était, donc d'où vient le call, retourne. Donc le programme counter peut retourner. Donc il y a un stack qui garde où tu étais, où tu t'en vas, puis après ça, quand tu as fini, il revient en arrière. Donc, ça nous permet de justement faire des appels comme ça, ou même d'emboîter des appels. Donc c'est ça les calls qu'on voit ici, c'est qu'au fond, il fait juste faire des appels sur des segments. Si vous voulez voir une vidéo plus détaillée sur la mise en contexte, j'en ai déjà fait une. Je vais vous mettre le lien en bas dans la description, donc vous allez pouvoir aller la voir. Dans cette vidéo-là, je vous explique un petit peu plus comment fonctionne la mise en contexte. On continue la présentation. Donc maintenant, on revient sur les types d'occurrences qu'on peut rencontrer par rapport aux fonctions. Donc la première, c'est la déclaration, ce qu'on appelle le prototype de la fonction, qui est une seule fois par fichier. Donc, souvent, on va mettre ça dans un fichier .h qui va regrouper l'ensemble des déclarations, l'ensemble des prototypes de fonctions liés soit à une bibliothèque ou des fois juste à un fichier comme tel. Donc, par exemple, notre fichier main.c pourrait avoir un fichier, je dis ça comme ça, mettons interruption.h dans lequel on mettrait toutes les fonctions qui appellent ou qui réfèrent à des interruptions. Ici, on a un exemple avec void, donc le type de retour, gestion LED, void, donc on pourrait avoir une fonction générale qu'on appelle, puis qui fait la gestion des LED sur notre plaquette. La définition, qui correspond au code de la fonction, ben, c'est aussi une seule fois par programme. Puis celui-là ben, va détailler, comme on dit, le code de la fonction. Donc ici, on reprend le titre, mais au lieu d'avoir un point-virgule à la fin, comme dans le code du prototype, dans ce cas-ci, on a vraiment le code à l'intérieur. Comme ici, il teste, est-ce que le bit 0 est activé? Oui, allume le LED. Non, éteins le LED. C'est assez simple comme code, on comprend quand même assez bien. Finalement, le dernier type d'occurrence, ben, c'est les appels. Puis ça, ben, on peut en avoir partout dans le code. À partir du moment où on a déjà donné le prototype, le compilateur va accepter les appels. Dans la définition d'une fonction, on doit fournir différents éléments. Donc, le premier élément qu'on doit fournir, c'est le type de retour. Donc, ce n'est pas toutes les fonctions qui retournent quelque chose. Donc, quand on ne retourne rien, on écrit void. Si la fonction retourne un résultat, par exemple une sommation d'un entier, ben, on va spécifier c'est quoi le type du retour. Donc, est-ce que c'est un entier signé, non signé? Est-ce que c'est un caractère? Ça peut être aussi un pointeur, ça peut être un tableau. Donc, il y a différents types pour le retour. La particularité, c'est qu'il y a un seul retour. Donc, on ne peut pas retourner une liste de retours, comme dans certains langages qui le supportent. Le langage C, lui, c'est un seul retour pour les fonctions. Ensuite, on a le nom de la fonction, puis qu'on essaie de mettre le plus significatif possible. Puis entre parenthèses, ben, ça va être la liste des paramètres formels. Donc, on peut avoir un ou plusieurs paramètres qui vont être fournis à l'intérieur de nos parenthèses. Donc, le type de retour, type de la valeur de retour, le nom de la fonction, le nom de la fonction, identification de la fonction par un nom significatif, débute par une lettre minuscule. On se rappelle, c'est pour le distinguer, par exemple, des classes. Et finalement, les paramètres, valeurs reçues par la fonction, selon qui vont être vus au niveau de la fonction comme des variables locales. Les déclarations de nos fonctions vont être regroupées à l'intérieur d'un fichier .h. Sinon, pour les fonctions qui seraient locales, on va les mettre au début du code. Ça permet au compilateur de les détecter pour plus tard. Le prototype va informer le compilateur que la fonction va être définie plus tard, mais à partir de ce moment-là, lui, il va pouvoir assumer qu'elle existe. Le compilateur n'a pas à vérifier l'existence réelle de la définition. Donc, lui, il reçoit la déclaration, le prototype. Il n'a pas à vérifier qu'il y a un code réellement qui existe plus tard dans l'ensemble de votre programme. Lui, à partir du moment qu'il a vu le prototype, à toutes les fois qu'il va reconnaître un appel, il va dire correct, j'assume qu'il va se passer quelque chose avec ces paramètres-là, puis tu vas me retourner ou pas un retour à ça. Puis plus tard, ben, le linker, c'est le linker qui lui va s'assurer que ce code-là existe vraiment, puis qui va associer, faire les liens avec les différents bouts de code.
Donc, d'ailleurs, faisons un petit retour sur le processus de compilation. On pourrait dire que la première étape du processus de compilation, ben, ça commence par vous qui éditez des codes, donc qui faites des codes quelconques. Ensuite, il y a l'opération du préprocesseur. Donc, le préprocesseur, c'est lui qui va transformer les définitions, comme par exemple toutes les defines qu'on parlait tantôt, et qui va aller remplacer toutes les utilisations de ces defines-là par le code qui est associé à côté, donc le texte qui est associé à côté. Donc, il n'y a pas vraiment, dans ce cas-ci, d'intelligence au niveau du préprocesseur. C'est vraiment du copier-coller, donc c'est vraiment un remplacement de texte par un autre. Il y a aussi l'inclusion des fichiers. Donc, lui, il va faire l'inclusion des différents fichiers d'entête que vous avez mis. Comme par exemple, quand on fait l'include de io.h ou de utiledélai.h. Donc, c'est des choses là, que c'est le processeur qui va prendre en charge. La compilation. Donc, au niveau de la compilation, il y a plusieurs éléments qui sont faits. Première chose, il va vérifier la syntaxe. Donc, lui, il va s'assurer que ça correspond vraiment. Par exemple, on n'a pas oublié les points-virgules, que les else sont associés à des if, des choses comme ça. Donc, c'est là qu'il va vous donner des erreurs de base. Il va aussi transformer le code C en code assembleur. Un peu ce qu'on a vu tantôt dans l'autre vue. Donc, le compilateur va nous emmener comme l'équivalent, mais en code assembleur. Finalement, il y a l'assemblage. Donc, ça, c'est le processus où il va prendre le code assembleur puis le transformer en code machine. Donc, en série de 1 et de 0, des séquences qui sont reconnues comme les opérations du processeur. Donc là, c'est là qu'on décolle vraiment du langage, on s'en va au code machine. Donc là, c'est à peu près impossible de facilement comprendre ce qui se passe. Naturellement, on peut le faire parce que c'est des codes d'opération, puis on peut reconnaître les séquences en disant ah, cette séquence-là, 0xf8, je ne sais pas, ça correspond à un add. Puis là, on pourrait dire OK, les deux autres à côté, c'est des paramètres. Naturellement, c'est beaucoup moins facile, convivial que de regarder du code, que ce soit en assembleur ou en C. Et finalement, la dernière étape, c'est la liaison. Donc, dans la liaison, c'est là qu'il va dire ah, ben toi, tu m'as dit que tu ferais une fonction gestion LED. Le compilateur l'a accepté. Il a généré un code assembleur. Le code assembleur il a été transformé en code machine. Et là, moi, là, il est où le code machine réel de cette fonction-là? Parce que moi, j'ai l'appel, mais je ne sais pas où m'en aller. Donc, lui, il va dire OK, ben, en mémoire, c'est ici que tu dois aller, puis c'est ici que les opérations sont présentes. Et c'est là que des fois qu'il va nous dire moi j'ai un problème, j'arrive pas à trouver la fonction que tu m'as promise. On pourrait faire des déclarations de fonctions puis oublier de faire les définitions. Donc on fait les prototypes, mais on ne met nulle part le code associé. Et c'est au linker qui va dire il y a une erreur, j'arrive pas à faire le lien entre les différentes promesses que tu me faites. C'est des erreurs un petit peu plus difficiles souvent aussi à trouver parce que c'est souvent dû à des problèmes d'inclusion de librairie, donc ou des chemins d'accès, des choses comme ça. Donc là, ça devient très important d'aller lire toutes les sorties de compilation, puis d'aller lire exactement quand est-ce qu'il y a eu un problème. Puis c'est là souvent qu'on va voir, ben ça peut être par exemple l'inclusion d'un fichier qui n'a pas bien fonctionné, ou il va souvent nous donner un petit peu plus de détails. Par exemple, j'arrive pas à trouver LED gestion. Quelques notions préalables. Donc, la première chose, la portée des variables. Donc, c'est une erreur commune que vous faites. Vous oubliez la portée des variables que vous utilisez. Donc, la première portée qu'on a, c'est la portée locale à une fonction ou à un bloc d'instruction. Il y a ensuite les variables qui vont être globales à un fichier entier. Donc, par exemple, ce qui pourrait être défini, donc des variables qu'on définirait en dehors de nos fonctions, bien, il serait global à l'entier du fichier. Ici, on a un petit exemple qui ne compilerait pas. Donc, on a la déclaration de A dans laquelle on met 0. Ensuite, on arrive dans un bloc, on vient définir la variable B à laquelle on affecte la valeur A. On fait des petites opérations. Et à la sortie du bloc, on essaie de faire A est égal à B. Donc, ça ici, ça ne pourrait pas compiler parce que le compilateur, à cause que la variable B est seulement présente dans ce bloc-ci, dirait ben moi, je ne sais pas de quel B tu parles en ce moment. Ça, c'est une erreur qui est pratique dans le sens où on a une erreur qui va être générée à la compilation, qui va nous dire qu'il y a une erreur. Donc, ici, ça ne peut pas compiler.
Donc ici, on a un autre exemple où on a la variable compteur qui est définie de façon globale et qui est modifiée à deux endroits sans qu'on s'en rende compte. Donc des fois, on pourrait dire, ah ben ça va être juste notre variable qu'on va utiliser ici. Mais si on regarde, affiche compteur fait une modification en plus d'afficher le compteur. Puis, oups, on va se ramasser avec un double incrément. C'est peut-être pas ça qu'on voulait avoir. Bon, ici, je l'ai mis en jaune parce que dans certains cas, dépendamment de la configuration de votre compilateur, il va vous donner un avertissement en disant il y a peut-être une ambiguïté ici dans l'utilisation de ta variable. Mais honnêtement, la plupart des compilateurs ne verraient pas vraiment l'erreur ici ou la potentielle erreur que vous avez faite. Donc ça, c'est vraiment à vous de faire attention à ce que ça n'arrive pas. Ça peut vous jouer des tours. Donc faites très attention de tout le temps décider, ben, si le compteur, là, je veux que ça soit main qui le modifie, ben, la meilleure chose à faire, ça serait de faire une variable dans main et de passer compteur en paramètre. Ça serait la bonne chose à faire parce que compteur en paramètre ne pourrait pas modifier compteur dans le main. On va voir pourquoi. Alors, le masquage des variables. Imaginons par exemple que dans un main, ici, j'ai déclaré deux fois la variable B. Bien ça ne passe pas à la compilation. Il va dire, hey, tu as déjà une variable B, je ne comprends pas ce que tu veux dire avec ta deuxième. Il y a des cas plus subtils. Si on vient au cas de tantôt, dans lequel j'avais A qui avait une certaine valeur, et j'avais un bloc dans lequel j'avais déclaré une variable B, bien là, dans ce cas-ci, il ne va pas faire d'erreur parce qu'il va l'accepter parce que ça, ce B-là, il est local au bloc où il y a les deux accolades ici. Même si je n'ai pas de if, même si je n'ai pas de condition particulière, soit une boucle, soit un branchement. Ici, c'est un bloc d'instruction entre des accolades. Pour lui, c'est un bloc distinct. B est local à ce bloc-là. Donc, ce B-là et ce B-là, ce n'est pas la même case mémoire pour lui. Ça veut dire que ici, il ne va même pas se rendre compte que c'est peut-être pas ça qu'on veut faire. On va modifier B localement. Quand on va arriver plus tard, puis réassocier B vers A, bien, on va simplement, on avait 20 au départ. Bien, ici, on va avoir 20 qui vont être mis dans A. Ici, on a un triple masquage dans le cas où on a une variable globale, une variable locale à main qui s'appelle B et une variable dans un bloc à l'intérieur de main qui s'appelle B. Donc, on a trois variables ici. Toutes ces B-là ne changent absolument rien. Il y en a un qui est global, un local, puis un local au bloc qui est ici. Ce n'est pas le même B, ce n'est pas la même case mémoire. Il y a trois cases mémoire associées à ces trois B-là. Donc ici, on n'aurait pas d'erreur, ce n'est pas une erreur, même si c'est fort probable que ça ne soit pas une bonne idée. Bon, comment découper en fonctions? Diviser pour mieux conquérir, c'est le vieil adage. Donc, quand on va observer la même série d'instructions plus d'une fois, c'est habituellement un très bon indicateur qu'on pourrait faire une fonction. Aussi, si on voit qu'il y a un groupe d'instructions qui représente une action en particulier, comme par exemple l'initialisation, donc l'initialisation du LCD, c'est plusieurs opérations, puis toutes ces opérations-là sont liées à initialiser le LCD. Donc, de le mettre dans une fonction, c'est super clair. Quand on fait l'appel LCD init, tout le monde comprend que cette série d'opérations-là, qui en fait est remplacée par une ligne, c'est l'initialisation du LCD. Donc, pour son utilisation, nous, c'est super clair. LCD init, ensuite, on commence à écrire sur le LCD avec les autres fonctions d'écriture. Si on avait étalonné toutes, si on avait écrit toutes les opérations qui sont nécessaires à l'initialisation, à un moment donné, on ne serait plus trop certain. Est-ce que c'est de l'initialisation? Est-ce que c'est une configuration particulière? Est-ce qu'il est en train de placer le curseur avant d'écrire du texte? Donc, ça ne serait pas du tout clair qu'est-ce qu'on est en train de faire. Ici, je donne l'exemple, calculer le nombre de caractères d'une chaîne de caractères. Donc, on a comme type de retour un entier non signé de 16 bits. On a le nom de la fonction getNomeCharacter, donc qui va nous retourner le nombre de caractères contenus dans la string reçue. Donc, une string, c'est en fait une suite de caractères et on peut transmettre le pointeur vers le début de la mémoire où est contenue la chaîne de caractères. On verra plus en détail tout ça dans la présentation sur les pointeurs. Donc ici, je reçois la chaîne de caractères qui s'appelle string. Ce qui est joli, ce qui est pratique, soit dit en passant, des pointeurs, c'est qu'on peut tout le temps les utiliser comme si c'était des tableaux. Donc, ça permet de transférer seulement qu'un paramètre, donc au lieu de transférer plusieurs paramètres.
on ne pourrait pas transférer la chaîne de caractères, imaginons, je sais pas, celle qui contient 20 caractères, mais là, on transférerait, par exemple, dans une instruction 20 variables. Dans ce cas-ci, ben, on transfère un pointeur vers le début de cette chaîne de caractères-là. C'est beaucoup plus simple. Ensuite, ici, bon, on a le size qui va être une variable locale pour mesurer la longueur de notre chaîne de caractères. Bon, pour ceux qui ne se souviennent pas, les chaînes de caractères terminent par le caractère null qui est 0 en mémoire. Donc ici, j'ai le tant que string size. Donc size ici va m'emmener au début à la première case mémoire qui est pointée par ma chaîne de caractères. Puis ça va dire, OK, est-ce que j'ai quelque chose à l'intérieur de ça? On imagine que oui, donc ou non. Puis si c'est le null pointer, par exemple, ma chaîne c'est les vides, bien ça ici, ça va sortir, donc je n'aurai jamais incrémenté, je vais retourner 0. Si j'ai un caractère, il va incrémenter, puis aller voir le caractère suivant, il est où? Parce que là, 16 va valoir 1, fait qu'on va aller voir une case à côté en mémoire, puis ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on trouve le null caractère, puis on va retourner la grandeur la chaîne de caractères. Donc ça, ça se peut que ce soit un peu difficile pour vous en ce moment, mais on va revenir là-dessus sur les pointeurs, comme je disais. On va maintenant faire un exemple sur quelque chose que vous connaissez mieux. Donc si vous n'avez pas été voir la présentation sur les LCD, je vous conseille d'aller la voir avant de continuer, parce qu'à partir de maintenant, je vais comme assumer que vous l'avez fait. Donc on va continuer. Ici, l'exemple qu'on va faire, c'est l'écriture d'un caractère en 4 bits sans la lecture du busy flag. Donc, le mode qu'on utilise, nous, je vous rappelle que c'est on ignore le busy flag, on fait que de l'écriture. Puis, dans ce cas-ci, donc, on va écrire en 4 bits, donc en 2 séries de 4 bits, on va transférer notre caractère. Puis, le code qui correspond, donc l'opération qui correspond à ça, c'est ici. Donc, RS-A1 pour écrire ce type d'opération-là, puis simplement la donnée qu'on veut transmettre en 8 bits. Donc, là, c'est un write, donc c'est 0, mais nous, on est tout le temps 0 ici, donc ce n'est pas un problème. Si on est en DDRAM ou en CGRAM, c'est l'adresse qu'on a configurée la dernière. Donc, par défaut, on est en DDRAM, mais si on a configuré une adresse CGRAM, on est rendu en CGRAM pour les écritures. Automatiquement, l'adresse est configurée, donc on n'a jamais besoin d'aller changer l'adresse, à moins quand on fait les changements de ligne, ce qu'on verra une autre fois. Donc ici, ça nous rappelait, bon, que RS était à 1, que les données étaient ici, puis finalement que ça prenait 37 microsecondes pour exécuter l'opération. On se rappelle là, au niveau temporel, donc RS, bon là ici, je pense qu'il est niveau bas, mais c'est pas bien grave. Donc ce qui nous intéresse, c'est la section ici, où on va faire, bon, notre RS à nous, il est tout le temps à 0. Notre E qui permet de valider les données sur le front descendant. Puis ben là, on a juste DB7 qui est illustré, mais on sait que c'est la même chose là, pour DB6, 5 et 4. Qui vont valider des données un après l'autre, donc les bits les plus significatifs en premier, puis ensuite les bits les moins significatifs. Donc dans un premier temps, DB7 représente l'information du bit 7, puis dans le deuxième temps, l'information du bit 3. Ensuite, il y a un temps qu'il faut attendre pour qu'il fasse le processus, donc il traite la commande puis qu'il la digère. Donc, dans le temps qui est associé à l'écriture d'un caractère, c'est 37 microsecondes. Donc, on doit attendre plus de 37 microsecondes pour être certain que l'opération a eu le temps d'être terminée avant d'envoyer une autre instruction. Sinon, il risque de ne pas compléter l'instruction. Puis nous, on ne sait pas qu'il ne complète pas l'instruction parce qu'on ne va pas lire le bit busy. Donc, on va tout le temps attendre plus de 37 secondes après avoir fait notre gestion. Donc, première opération, on fait notre gestion de RSE, puis les bits en 2 segments de 4. Ensuite, on attend 37 microsecondes. Au niveau temporel, dernier petit rappel, il fallait attendre un minimum de 230 nanosecondes pour l'impulsion haute, un minimum de 500 nanosecondes pour l'impulsion E au complet, donc niveau haut et bas pour le E, et attendre minimalement 80 nanosecondes entre le temps où on a placé nos données sur les bits de données et le moment où on va abaisser le E pour le confirmer. Donc ça, on se souvient, c'était peut-être limite, au fond, les 80 nanosecondes, mais c'est pas vraiment un problème parce qu'on va se mettre un délai de 1 microseconde. Puis en plus, on vient d'observer que ça dure 125 nanosecondes là,
quand on change un bit, donc une sortie, ça y prend 2 coups d'horloge finalement à l'interne. On pensait que c'était 1, mais c'est 2 que ça lui prend pour faire l'opération au complet quand on observe à l'oscilloscope. On va débuter un exemple avec un logigramme. Sur le côté, j'ai gardé les images des différents chronogrammes pour nous faciliter la tâche pour la création du logigramme. Donc, le début, première chose qu'on doit faire, c'est mettre RS à 1 parce que nous, on va s'assurer qu'on écrit actuellement un caractère, donc RS devait être à 1. Ensuite, on met E à 1. On n'a pas besoin d'attente entre les deux, on se rappelle, parce que TAS, qui était le temps minimum de 40 nanosecondes, n'est jamais problématique. Qu'on soit avec un égal ou avec un masque, on est à 62,5 nanosecondes ou 125 nanosecondes, donc c'est certain que ce n'est pas un problème. Donc on peut passer directement d'un à l'autre. On peut élever notre E tout de suite après avoir manipulé notre RS sans problème. Même chose, on peut manipuler aussi les données sans avoir besoin d'attendre. Donc, on peut faire la gestion des bits 7 à 4 immédiatement. Bon, l'objectif, c'est naturellement d'assurer une impulsion haute minimale qui respecte le 230 nanosecondes de la spécification. Bon, on a vu que la gestion des bits 7 à 4, si jamais on les fait avec des masques, fort probable qu'on va avoir déjà dépassé ce temps minimum. Mais bon, on fait un logigramme sécuritaire en ce moment, un peu détaché de la manière dont on le ferait, parce que si on procède avec un égal, ou par exemple si on faisait un masque sur 4 bits d'un seul coup, mais là peut-être qu'on ne respecterait plus la spécification. Le 1 microseconde, c'est parce que c'est le temps minimum de la bibliothèque qu'on utilise. Delay dans utile, qui sont, bon, sa plus petite unité, c'est 1 microseconde. Une fois que c'est fait, on peut ramener notre E à 0. On est certain de respecter le temps de maintien des données avant la validation, parce que ça, c'était dans les 80 nanosecondes. Là, on vient d'attendre 1 microseconde. On est pas mal certain que tout est correct. E à 0, on ajoute un autre 1 microseconde parce qu'on veut être sûr de laisser le temps de détecter minimalement le fait que le E est tombé à 0. Et on recommence, donc E à 1 pour la deuxième séquence. Donc ici, on voit juste une séquence, là, mais nous, on en fait deux. On valide les 4 bits les plus significatifs et ensuite les 4 bits les moins significatifs. Donc c'est ce qu'on est rendu à faire. On remet le E à 1. On fait la gestion des bits 3 à 0. On attend encore 1 microseconde. On met le E à 0. On attend le 1 microseconde et on attend finalement le 37 microsecondes, qui était le temps nécessaire là, pour que le LCD, une fois qu'il a reçu la commande, mais qu'il puisse la traiter puis la réaliser. Donc 37 microsecondes, c'est le temps que ça lui prend en général pour faire un accès dans sa mémoire ou faire une modification. Donc pour décoder l'instruction par exemple. Donc ici, c'est le temps minimum qu'on doit attendre. C'est ce qu'on doit faire. Et on a terminé. Déjà, à l'œil, on peut voir qu'une répétition. Donc, on voit une séquence ici là, hein, qui se répète 2 fois. Donc, là, déjà, on pourrait dire, ouais, il y a juste une petite modification entre les deux. C'est que dans un cas, on utilise les 4 bits les plus significatifs, dans l'autre, les 4 bits les moins significatifs. Ben, pourquoi pas faire déjà une fonction qui réalise ces opérations-là. Et tout ce qu'on aura à faire, c'est changer les bits qu'on lui passe. Donc, dans un cas, on va lui passer les 4 bits les plus significatifs, puis ensuite les moins significatifs. Bon, dans la vraie vie, les gens ne se font pas tout le temps un logigramme, et surtout les étudiants, vous avez plus tendance à vous lancer tête première dans le code. Donc, disons qu'on est un étudiant et qu'on s'est lancé tête première dans le code. On a écrit notre fonction tout au long, donc void LCD putC avec le paramètre reçu, c'est le caractère. On met RS à on, on met E à on gère nos bits les plus significatifs. On fait notre délai de 1 microseconde, on fait notre E à off, délai de 1 microseconde, E à on, gestion des 4 autres bits, délai de 1 microseconde, E à off, puis là j'ai un délai de 38, naturellement c'est 37 plus 1. Donc ça combine les deux. Bon, encore là, quand on l'a codé, à quelque part, il y a quelqu'un qui a dû avoir le goût de faire copy-paste parce que ça se ressemble beaucoup les deux. Donc à ce moment-là, normalement, c'est un autre, encore une fois, un indicateur qu'on a une répétition et qu'on pourrait sûrement faire mieux. Ici, on a la répétition qui est quand même assez évidente.
Ici, je vous ai ramené où on était rendu, donc avec le code puis les 2 répétitions. Puis ici, ce qu'on a, c'est une fonction qui fait cette séquence-là qu'on a identifiée. Puis naturellement, qu'est-ce qu'a fait cette séquence-là? C'est l'écriture de 4 bits. Donc ici, j'ai un caractère de soulignement, on va en parler tantôt, c'est pour identifier par exemple la visibilité de la fonction, mais on va revenir là-dessus plus tard. Donc je void, je ne retournerai rien avec cette fonction-là. Je l'ai appelée LCD write 4 bits parce que c'est ça qu'elle fait, puis entre paramètres, je lui passe des bits qu'elle va devoir écrire. La séquence, elle met EAA, donc RS, j'ai sorti de la séquence, hein, c'était pas dans la séquence, je l'ai sorti dans ce cas-ci. Ensuite, je fais la gestion de 4 bits. Ils vont écrire les bits sur 7, 6, 5 et 4. Donc moi, j'aurais juste à m'assurer ici, parce que regardez, je fais des masques sur les bits 0, 1, 2 et 3. Donc ce que j'aurais à faire, c'est de m'assurer de décaler les bits là, pour les placer correctement dans Data. Je fais maintenant le délai de 1 microseconde, EA off, délai de 1 microseconde, et voilà, c'est fini. Donc si je reprends maintenant LCD put C, là, je peux la réécrire beaucoup plus simplement, beaucoup plus simple à lire aussi. Là. Donc, LCD RS à on, j'écris 4 bits les plus significatifs, j'ai écrit 4 bits les moins significatifs, donc je n'ai pas décalé. Puis finalement, je fais mon délai de 37 microsecondes. Donc ça, beaucoup plus lisible que ce qu'on avait là. En plus, si j'ai fait une erreur dans un de mes masques, c'est super simple, je corrige à un endroit, ça se corrige assez bien. Si je décide de faire des tests, puis finalement, le délai de 1 microseconde, il n'est pas nécessaire, je le change à une place, je n'ai pas à le changer à 4 places. Donc, je réduis mon nombre de modifications, je simplifie beaucoup la maintenance. Donc, ça, c'est une très bonne approche. Bon, le concept des fonctions publiques et privées. Donc, en langage C, il n'y a pas de mécanisme pour rendre privées certaines fonctions. Bon, en langage C, il n'y a pas de mécanisme pour rendre privées certaines fonctions, comme par exemple on peut avoir en C++. Donc, une fonction privée, ça serait, pour ceux qui se demandent c'est quoi une fonction privée, c'est une fonction qui sert uniquement à l'intérieur d'un fichier C. Donc, c'est entre autres des fonctions pour lesquelles on veut peut-être cacher l'utilisation ou même l'existence aux utilisateurs de nos bibliothèques. Donc, la fonction qui écrivait, par exemple, les 4 bits dans le LCD directement, ça c'est un bon exemple parce que dans ce cas-ci, c'était pertinent uniquement à l'interne. Donc, ça n'intéresse pas vraiment l'utilisateur de savoir qu'il y a un signal ERS et qu'on utilise 4 bits au lieu de 8. Ce qu'on veut quand on fournit une bibliothèque, c'est de rendre la couche physique utilisable sans vraiment avoir à comprendre la couche physique elle-même. Par exemple, quelqu'un qui utilise LCD init, LCD put C, c'est assez simple, il n'a pas à comprendre l'ensemble du mécanisme à l'interne, il est capable d'utiliser le périphérique. Donc, c'est ça qu'on veut obtenir absolument avec les bibliothèques. Si on a à optimiser, si on a à débugger, on sait que ça se fait dans la librairie LCD directement. Donc, on n'aura pas à le faire ailleurs où on fait les utilisations de ces fonctions-là. L'utilisateur n'a pas vraiment à savoir s'il est en 4 bits, en 8 bits ou des choses comme ça. Dans l'entête de nos fichiers, on va quand même informer l'utilisateur naturellement des aspects physiques, donc des caractéristiques physiques de notre bibliothèque. Par exemple, à quel matériel est lié, le mode de fonctionnement, ces choses-là. Aussi pour lui rappeler peut-être que justement on utilise certains bits du microcontrôleur puis qu'il faudrait, par exemple, qu'il les libère ou ne les utilise pas ailleurs. C'est là qu'on va informer actuellement l'utilisateur de ce genre de contraintes-là. Sinon, on peut faire des librairies un petit peu plus étoffées, plus complexes aussi, comme celles qui sont disponibles dans Arduino où à l'initialisation, on peut spécifier les broches qui sont sur les broches de données. Donc là, ça se fait de façon dynamique. Puis naturellement, l'utilisateur, on assume qu'il ne fera pas l'utilisation sur 2 broches de la même chose. Donc par exemple, le LCD ne serait pas branché sur des boutons. Okay? Une manière de distinguer les fonctions privées, c'est de débuter les noms des fonctions privées par un caractère de soulignement. Donc ça nous permet de distinguer celles qu'on va rendre publiques, celles qu'on utilise de façon privée. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est quelque chose qui vient de l'orienté objet.
Les prototypes des fonctions privées, on va les mettre au début du fichier C. Ce n'est pas quelque chose qu'on va transférer dans notre fichier .h qu'on va publier. Naturellement, on veut garder ça privé, on va les garder seulement que dans notre fichier C. Les prototypes des fonctions qui sont publiques, celles qu'on veut partager. L'exemple lcd init, lcd putC. Donc ça, c'est des choses qu'on va mettre dans le fichier .h pour que l'utilisateur puisse les voir puis les utiliser. Dans certains cas, d'ailleurs, on va donner le fichier .h puis le fichier .c, on va le donner compilé. Donc, on va donner quelque chose de complet avec les .h. Donc, c'est pour ça que les .h, c'est quelque chose qu'on rend le plus clair possible à l'utilisateur. C'est aussi là, souvent, qu'on va mettre notre documentation pour nos fonctions. Dans le cours, la nomenclature privée-publique est obligatoire. À partir du moment où il y a des fonctions qui devraient être privées, comme par exemple la manipulation directe du matériel, les signaux RS, c'est un excellent exemple. Donc, la manipulation des 4 bits, les 8 bits, les signaux RS, c'est toutes des petites fonctions là, qui devraient être privées. Donc, tout ce qui ne sera pas utilisé directement par l'utilisateur final dans notre cours, ça doit être considéré comme des fonctions privées et avoir le caractère de soulignement au départ pour les distinguer. On ne doit pas les retrouver dans les fichiers .h, ils doivent seulement être dans les fichiers .c. Un petit retour sur les astuces par rapport au nom qu'on va donner à nos fonctions. Donc, il y a différentes façons. Donc, par exemple, on pourrait dire lcd init, mais on pourrait aussi dire init lcd. Donc, ça dépend est-ce qu'on le pense en anglais ou en français. Moi, je vous conseille de commencer tout le temps le nom par un élément particulier, comme par exemple le matériel qui est visé. Dans les exemples que je vous ai donnés, j'ai tout le temps commencé par LCD. La raison, on la voit un petit peu plus bas ici, c'est que quand on commence à taper LCD, ben, si on a des fonctions qui auto-complètent ce qu'on veut écrire, comme on a dans Atmel Studio, ben, lui va nous offrir l'ensemble des fonctions qui ont ce début-là. Donc, tout ce qui commence par LCD, clear, init, putC, putS et setCursor, ça c'est dans ma librairie LCD à moi. Ben, lui, il les voit, puis il fait OK, ben, tu peux utiliser ça. Puis il va même nous donner des informations. Donc là, par exemple, j'étais sur LCD init, il n'y avait pas de paramètres, mais si j'ai des paramètres, il va aussi nous faire apparaître cette partie d'information-là. Donc c'est très intéressant pour ça. Puis on a juste à faire Enter ou Tab, puis automatiquement, il va compléter le texte. Donc ça aussi, c'est vraiment génial. C'est un conseil que je vous donne. Vous le prenez, c'est à vous de décider. Dans un cas, c'est très, très pratique. Par exemple, si on a plusieurs init, init LCD, init ADC, init radio, donc dépendamment de toutes les choses qu'on a, init UART, ben, c'est un petit peu agaçant parce qu'on écrit init, puis ben, là, il va nous offrir un paquet de choses différentes. Tandis que si on se demande c'est quoi les services qui sont disponibles pour le LCD, on commence par LCD. Si on se demande qu'est-ce qu'il y a de disponible pour notre UART, on commence par UART, puis on regarde les offres qu'il nous fait. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de pratique. Puis naturellement, ben, pour qu'il les offre, il faut qu'ils soient visibles. Habituellement, il faut inclure la librairie dans ce fichier-là. Bon, l'organisation des fichiers. C'est important d'organiser nos fichiers en fichiers séparés. Si on laisse tout dans notre fichier main.c, il va falloir vraiment parcourir longtemps le fichier main pour être capable d'isoler les fonctions, par exemple, liées au LCD. Alors que si on les a toutes regroupées dans le fichier lcd.c pour le code de nos fonctions et lcd.h pour, par exemple, les prototypes de nos fonctions, ou par exemple toutes les définitions de macros liées au matériel. Donc ça permet de modifier facilement, rapidement au même endroit le matériel lié à notre librairie. Mais ça ici, ça va être très très facile de penser les changements, de faire le débogage. J'ai souvent un fichier hardware.h. C'est une suggestion. Donc, moi, là-dedans, je vais regrouper certains éléments d'hardware qui sont généraux et qui ne sont pas liés forcément là, directement à LCD ou à d'autres matériels directs ou qui ne méritent pas une librairie forcément. Donc, souvent, j'ai un petit fichier qui accompagne le main avec hardware.h. Puis, quand c'est vraiment du matériel très spécifique, comme le LCD, ben là, je fais un ensemble de fichiers C et H pour regrouper ces deux éléments-là. Dans le cours, naturellement, c'est obligatoire parce qu'on apprend à bien travailler. Donc, par exemple, à partir de maintenant, il va falloir séparer, si ce n'est pas déjà fait, vos fonctions qui sont reliées au LCD dans un couple de fichiers C et H. Puis, je vais vous faire un petit exemple dans Atmel Studio pour terminer la présentation d'aujourd'hui.
justement en lien avec ça. Donc rapidement, je vais récupérer des codes pour l'initialisation qu'on a vu dans la démonstration précédente. On va compléter avec le code en lien avec l'écriture d'un caractère et finalement, on va mettre ça dans des fichiers distincts. Donc ici, on peut voir le montage avec le LCD. Puis si vous reconnaissez bien, là, c'est le code qui était disponible dans la démonstration sur le contrôleur HD44780, dans lequel on commençait le fichier par toutes les définitions pour les macros en lien avec le matériel. Ensuite, on avait la fonction write 4 bits, la fonction write 8 bits, la fonction init et la fonction putC. Ensuite, j'avais les utilisations et plus bas, j'avais le code comme tel. Donc, imaginons qu'on a fait ça pour faire rapidement nos tests et que maintenant, on voudrait créer un ensemble de fichiers en lien avec ça. Pour ajouter des nouveaux fichiers, ce qu'on peut faire dans un premier temps, on va sur projet LCD1, qui était le nom de mon projet. Ici, je vais faire Add. Donc, dans Add, j'ai deux choix. Soit New Item, ce qu'on va faire, ou je pourrais aussi utiliser des fichiers existants. Donc, par exemple, si j'ai déjà fait lcd.c puis lcd.h puis je veux les utiliser de nouveau dans un autre projet, c'est ici que je viendrai les joindre à ma solution. Moi, ici, je vais m'en aller dans New Item. Là, il me demande qu'est-ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux faire un fichier en assembleur, un fichier de type C, un fichier d'inclusion? Donc, moi, je vais commencer par mon fichier C. On va ici lui donner un nom. LCD, c'est pas grave, on peut le changer par après, mais pourquoi pas le faire correctement dès le départ. J'ajoute, puis là, il me l'a ajouté ici. Donc, automatiquement, il a créé un petit en-tête. Comme on sait, il va falloir commenter ça éventuellement. Je m'en viens dans Main, puis là, je peux copier toutes mes fonctions qui étaient là. On coupe ça, on s'en vient dans lcd.c et je copie. Bon, là, je vais avoir un problème pour compiler. Premièrement, ici, il ne reconnaît plus mes macros. Donc, ça va être important d'inclure le fichier que je vais créer pour l'entête. Donc, maintenant, on va créer un deuxième fichier. Add, New Item, Include File. Dans ce cas-ci, on va l'appeler lcd.h, naturellement parce que c'est facile de gérer si on a le même nom. Là, ici, j'attire votre attention, c'est intéressant, il y a des opérations de préprocesseur qui sont appelées. Donc, par exemple, if not def, si lcd h en majuscule comme ça n'est pas défini, il va le définir. Donc ça vise à faire en sorte que la section du code qui va être ici à l'intérieur ne sera pas refaite plusieurs fois si on inclut lcd.h à plusieurs endroits. Donc, c'est important là, de placer notre code ici. On va aller dans Main, on va récupérer les fonctions, les prototypes de fonctions et la déclaration du matériel. Ici, on coupe, on amène ça. Excellent. Donc là, ici, ça va permettre, par exemple, à notre fichier lcd.c d'avoir ces informations. Donc, on va inclure lcd.h. Donc là, déjà, ça va, on a vu, là, il est revenu de la bonne couleur pour tout ce qui est nos macros. Puis, on va voir aussi d'autres choses qui vont causer problème dans lcd.c. Donc, on va avoir des appels pour encore delay. Donc, ici, on va emmener délai à l'intérieur de notre .h. Puis, on va l'inclure vu qu'on en a besoin à partir du moment qu'on utilise cette fonction-là, cette librairie-là. Maintenant, si on include lcd.h, puis on essaie de compiler, on va quand même avoir une erreur, mais je vais vous laisser voir c'est quoi l'erreur avant. Donc, je build ça. Là, à quelque part, il me dit, moi, là, dans les macros, port E, DDR, je ne sais pas c'est quoi, mais tout ce qu'on a à faire, c'est à inclure ça ici au début de notre matériel. CTRL-C, on va emmener ça juste pour être certain qu'on va l'utiliser ici. Donc là, dans notre point H, là, il va pouvoir reconnaître toutes ces définitions-là.
On essaie ça. Maintenant, on recompile. Donc ici, il est content, il a compilé, puis on a utilisé nos fonctions. Donc, on a utilisé les fonctions LCD. Il les reconnaît toutes. C'est super le fun parce que maintenant, si je veux utiliser ça dans un autre projet, regardez tout ce que j'ai à faire. C'est emmener le fichier puis l'inclure. Maintenant, je peux utiliser toutes les fonctions LCD que j'ai déjà fait. Si je veux ajouter des nouvelles fonctions, ben, j'ai juste à aller les installer ici à l'intérieur. Donc, on va juste s'assurer que tout fonctionne. C'est bien beau que ça compile, mais est-ce que ça fonctionne encore? Donc, si j'écris Allo, ça marche bien. Essayons de voir si j'écris quelque chose d'autre. On va appeler test. Ça ne convainc pas quand on garde le même texte affiché. En test, si je vais faire un changement à l'intérieur de mon init, par exemple ici, au lieu d'allumer et de faire clignoter le curseur, si je décide de faire seulement qu'allumer sans faire allumer le curseur. Donc ici, on va mettre en commentaire cette ligne-là. Et curseur à off. Excellent. On regarde ça. Et voilà. Donc j'ai fait une modification ici. Il n'y a aucun problème. Tout est lié. On est prêt à ajouter des nouvelles fonctions sans aucun problème. Il y a plusieurs façons de faire pour faire la planification de nos fonctions. Une que j'aime bien, c'est un peu une adaptation de l'approche UML qu'on utilise beaucoup en orienté objet. Donc on peut aussi l'utiliser même si on est juste en C, mais naturellement il y a certains concepts qui ne sont pas applicables, mais l'idée générale reste la même. C'est un outil qui est visuel, qui permet de voir rapidement les relations entre les différents éléments. Puis ben, ce qui est le fun de commencer avec un genre de dessin, c'est que ben, le code n'est pas fait. Donc c'est facile de changer quelque chose rapidement. Puis aussi, ben, l'aspect visuel de cette approche-là, ben, c'est le fun aussi pour le travail d'équipe, pour facilement discuter sans être pris dans des espèces de papiers compliqués à gérer ou à observer ensemble. Donc avec ça ici, en tout cas c'est une méthode qu'on utilise souvent avec des post-it par exemple. Donc, disons qu'on veut faire la bibliothèque du LCD. Je commence par tracer le titre. LCD. Ça va être le nom de notre librairie. Donc, écrit. Maintenant, il y a deux sections. Dans la première section, je vais mettre les variables qui vont être globales, mais à LCD. Puis au début des variables, je vais indiquer est-ce que c'est une variable que je vais propager, donc que je vais publier, rendre disponible ou pas. Donc en C, la majeure partie du temps, on cache la façon dont on va faire à l'intérieur. Donc c'est souvent ce qu'on dirait privé. Donc des variables qui seraient à l'intérieur du point C, puis pas du tout annoncées dans le point H. Donc on se rappelle le concept de privé public. Ben, privé, c'est ce qu'on utilise à l'intérieur de notre développement à nous. Donc, tout ce qui est dans le point C est seulement dans le point C. Puis, ce qu'on veut qu'il soit disponible pour l'utilisateur de notre bibliothèque, bien, on le met dans le point H, visible dans le point H. Donc, ce qui fait en sorte que là, c'est ce qu'on appelle public. Donc, pour distinguer les deux dans l'aspect du graphique, public, c'est un plus, privé, c'est un moins. Donc, ici, dans l'aspect privé, on pourrait dire, je ne sais pas moi, que je me fais une variable nombre de lignes. Ça pourrait être un aspect de mon LCD. La façon dont ça fonctionne, donc je dis la visibilité, ensuite le nom de la variable, puis finalement le type que je pense utiliser pour ça. Donc ici, je pense qu'un entier 8 bits, c'est un 8 là, avec avec ça, ça va être suffisant. Nous, on en a deux, mais bon, il y a des afficheurs à 4 lignes, donc ça devrait couvrir. 0 à 255, là, je pense que je suis correct avec ça. Ensuite, je sais pas, un deuxième, on va dire nombre de caractères. Naturellement, je ne mets pas d'accent parce que mes variables n'auraient pas d'accent. Nombre de caractères, encore là, je pense que bon, une ligne de 256, ça serait suffisant.
On va arrêter ça là. Puis en dessous, ce que je vais mettre, ben, c'est les fonctions que je veux avoir. Bon, une première, puis naturellement, elle, on s'attend à ce qu'elle soit publique. Ça serait, par exemple, ben, LCD init. Bon, c'est une fonction qui reçoit rien, qui retourne rien. Ensuite, on avait LCD. Bon, ça ressemble à un E, là, mais c'est un C. LCD put C. Donc, put C, lui, ben, il recevait un caractère. Fait qu'on va l'appeler caractère. Puis le type, ben, c'était des chars. Excellent. Puis il retournait rien. On pourrait aussi ajouter, je sais pas moi, LCD put S. Puis elle recevait une string. Puis la string, son type, c'était char étoile. Donc, un pointeur. Alors, retournait rien non plus. Donc, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme type de retour? Ici, il n'y a jamais de type de retour vraiment dans ce type de fonction-là. Bon, dans les privés, on pourrait retrouver, par exemple, là, on peut le mettre avec notre moins. Puis, en plus, le spécifier, on ne serait pas obligé, vu qu'on l'a déjà dit ici qu'il était privé, l'underscore qu'on s'était donné là, pour les identifier. Mais LCD, par exemple, euh, écrire 4 bits. Donc ça, c'est quelque chose que je pourrais mettre ici en privé. Donc les deux types qu'on avait, bon, on va dire data, qui étaient les deux paramètres qu'on recevait, là, oups, qui était uint 8t. Puis l'autre paramètre, là, je manque de place, qui était l'état de RS. Donc RS, qui était aussi un uint 8t. Donc vous voyez l'idée. Comme ça, ici, on peut montrer notre dessin. Donc, je vais vous montrer une version un petit peu mieux. Donc là, c'était juste pour vous montrer qu'on peut quand même le faire à la main. On efface, on recommence, on se promène. Maintenant, si on regarde un dessin un petit peu mieux réalisé, alors ici, on retrouve encore notre librairie LCD. J'ai rajouté quelques autres paramètres qu'on pourrait décider d'utiliser de façon globale. Hein, je répète, à l'ensemble de toutes nos fonctions seraient disponibles ces informations-là. Donc le nombre de lignes, le nombre de caractères, puis ben, pourquoi pas la position du curseur en X et Y. X étant l'horizontale, donc sur une ligne où ce qui est sa position, puis Y, ben, ça pourrait être le numéro de la ligne. Là, j'avais LCD init, puis bon là, j'avais considéré les paramètres nombre de lignes, nombre de caractères, fait que pourquoi pas les donner ici comme information. Ça ferait en sorte qu'on pourrait adapter, par exemple, notre fonction d'initialisation pour justement pouvoir varier le nombre de lignes, le nombre de caractères supportés. LCD put C, LCD put S. Donc LCD put C, on l'a déjà vu dans la vidéo sur les LCD. LCD put S, ben, c'est à peu près la même chose que put C, mais cette fois-ci, il reçoit une chaîne de caractères, puis il va faire afficher chacun des caractères. Donc on se doute là, que probablement que put S va réutiliser put C. Et finalement, LCD set pose qui pourrait permettre de déplacer le curseur. Donc par exemple, on veut écrire juste à un endroit bien précis sur l'écran, pour ne pas être obligé d'écrire, de remplir avec des espaces, on pourrait positionner directement le curseur à l'endroit qu'on veut puis faire apparaître quelque chose. Donc c'est une fonction, c'est un must. Là. On pourrait avoir LCD clear. En dernier ici, j'ai mis la fonction qui était privée, LCD write 4 bits qui recevait data et RS en paramètres. Donc, aucune de ces fonctions-là retournait des paramètres de retour. Pour donner plus d'exemples, j'ai aussi ajouté un exemple avec UART, qui pourrait être aussi une autre librairie qu'on aurait à faire éventuellement. Bon, ici, dans les paramètres privés, j'ai mis une variable baud-rate qui est de type uint8, puis ben, un tableau là, qui est comme notre buffer pour les données à transmettre. Naturellement, probablement qu'on aurait aussi un pour les données reçues. C'est toutes des choses qu'on verra rendues à ce moment-là. Il y a comme type, encore là, uint8. Puis ce que j'ai rajouté ici, ben, c'est une notation qui est encore un peu spéciale puis propre à nous, dans le sens où ben, le plus c'est public, mais ça on se doute que c'est genre de définition, parce que c'est des définitions ou des constantes, mais ici j'ai pas mis de type, donc c'est des définitions.
qui serait probablement dans le fichier .h, donc accessible à l'utilisateur comme FCPU. C'est un exemple en passant. Donc ici, j'ai ajouté une deuxième définition qui serait pour la grosseur du buffer, donc le tableau de transmission pour les données. J'ai mis ça à 32. Donc ça, c'est le genre de définition qui serait accessible à l'utilisateur. L'utilisateur pourrait donc ajuster la grosseur de la mémoire qu'attribue pour la transmission ou la réception des données si on avait un buffer de réception. Donc, encore une fois, visuellement, on voit tout de suite les données, c'est super bien. Pour les deux personnes qui auraient à travailler ensemble, ben, ils savent déjà les fonctions que l'autre va produire, le type de ces fonctions-là, le type de retour. Ici, je vous ai mis des fonctions qui retournent là, pour le UART. Donc, UART init qui recevrait sûrement en paramètre le baud rate. UART send byte qui, qui aurait pu être un put char aussi, mais vu que c'est souvent des octets qu'on va parler au niveau de la transmission des données de ce type-là, ben, data, puis uint8 comme données de transmission, et qui retournerait par exemple un uint8 qui pourrait donner l'état. Donc 0, ça a fonctionné, 1, on a eu un bug, des choses comme ça. Puis ben, les numéros de bug pourraient être correspondants au numéro. Donc 1, c'est tel type de bug, 2, c'est tel type de bug, des choses comme ça. Et aussi, on aurait UART puts qui lui reçoit encore une chaîne de caractères de ce cas-ci et retournerait par exemple le nombre de caractères qu'il a réussi à écrire. Bon, naturellement, ce n'est pas la totalité de la documentation, c'est vraiment une espèce d'approche pour la planification seulement. Et je vous emmène à quoi aussi ça peut servir. Donc, imaginons à la fin, ben, c'est sûr que j'aurais mon main. Dans mon main, je pourrais aussi spécifier des fonctions, des paramètres que j'aurais, tout ça. Mais là, c'est juste pour illustrer à quoi ça peut nous servir. Donc, on pourrait dire, par exemple, ben, main utilise LCD. Donc, dans le main, j'utilise des fonctions du LCD. Puis dans le main, j'utilise des fonctions du UART. Mais là, à la fin, on ne voit aucune flèche qui relie LCD à UART. Donc ça, c'est le fun parce que ça nous indique aussi que si je fais des modifications dans UART, ben, ça va affecter main, donc mon programme principal, mais que LCD est complètement isolé, donc il n'y a aucune dépendance dans la librairie LCD par rapport à ce que j'ai fait dans UseArt. Donc c'est le fun, ce genre d'approche-là. Dans mes exemples, je vais souvent utiliser ce genre de représentation-là parce que je trouve que ça représente simplement ce qu'on a de besoin, puis aussi on voit les dépendances. Donc c'est un outil que moi j'utilise beaucoup. On est de retour dans Atmel Studio. On a ici les fichiers qu'on avait créés tantôt, donc lcd.c, lcd.h, dans lesquels maintenant on va vouloir ajouter les fonctions qu'on vient juste de spécifier. On va s'intéresser à la première fonction qui était de faire l'écriture d'une chaîne de caractères. Donc c'est la plus facile pour commencer. Donc void lcd puts. Elle recevait comme paramètre dans ce cas-ci une chaîne de caractères, donc char étoile, et voilà. Donc là, mon prototype est là, c'est bien. Maintenant dans le main, je vais pouvoir l'utiliser. Puis dans le main, hey, tenez, justement, on va faire un essai. Je vais l'utiliser puis compiler pour vous montrer l'erreur que ça va nous donner. Donc l'avantage, c'est maintenant quand on va avoir puts, c'est qu'on va pouvoir faire lcd puts puis dire une phrase à la place. Par exemple, j'aime mon prof. Excellent. Donc j'ai ici lcd puts qui envoie ça, puis je compile. Je vais essayer de compiler ça. Puis là, ça me dit, en fait, à la compilation, il a réussi sûrement. Donc, si on regarde le output, ici, on a toutes les étapes de la compilation. On voit qu'il a réussi à construire main.c sans problème. lcd.c sans problème. Donc, il s'en est sorti. Puis là, il est arrivé. Il n'a pas été capable de créer le fichier final, donc le fichier machine avec le code machine dedans, parce qu'il n'est pas capable de faire le lien vers lcd puts. Donc on voit que l'erreur, là, elle n'a pas été détectée dès le départ. Donc le compilateur, il a vu que du feu. C'est vraiment rendu au linker, quand il était rendu dans les étapes du linker, qui s'en est rendu compte. Okay. Excellent. Donc on va aller dans lcd.c. Bon, nous, on a déjà une fonction qui s'appelle putc. Puis on sait qu'une chaîne de caractères,
Donc, quand je reçois une chaîne de caractères, là, ici, je vais envoyer le texte Allo, juste pour faire moins de choses. Quand j'écris le texte Allo, ce que j'ai en réalité, c'est un tableau qui est créé en mémoire, dans lequel j'ai le caractère A, suivi du caractère L, suivi du caractère L, suivi du caractère O, et finalement de la valeur 0. 0 ici, j'ai pas dit caractère 0, c'est vraiment la valeur 0. Et pourquoi il met ça en mémoire, donc le 0 à la fin? Bien, le 0 à la fin, ça lui permet de dire, ben ça c'est la fin, justement. Donc c'est comme ça qu'on détecte la fin d'une string, donc une chaîne de caractères. Si j'avais à faire moi-même la chaîne de caractères, ben, je devrais créer un tableau de caractères et m'assurer de mettre un 0 à la fin pour que les outils qui utilisent des chaînes de caractères soient capables de l'utiliser. Donc nous, c'est ce qu'on va exploiter. Donc on va tester chacun des octets un à un, puis on va détecter le 0. Le premier 0 qu'on a, ben on arrête. Tout ce qu'on a à faire, c'est premièrement copier notre prototype. Void lcd hypothèse pour lequel on soit une string. Puis on a dit on va utiliser lcd putC dans lequel on va passer la string. Bon, la string, comme je disais, ben, il y a plusieurs façons qu'on pourrait passer les caractères contenus par la string. Une des façons, c'est justement de lui rappeler que c'est en fait un tableau, la chaîne de caractères. Donc, on va lui mettre ça ici, puis on va se créer une variable index. Print 8 index égale 0. Là, il faudrait peut-être éventuellement tester qu'index ne dépasse pas. Là. Puis on pourrait écrire. Donc c'est ici, si je l'utilise, en ce moment, je vais envoyer le premier caractère seulement à l'écran. Bon, là, on voit le J, puis c'est tout ce qui est fait. Donc, il nous manque maintenant à faire la boucle de détection de ça. Donc, ce qu'on va faire, on va se faire un while qui va dire tant que cette valeur-là vaut quelque chose, envoie-la. Naturellement, plus. Donc, à chaque fois qu'il envoie une donnée, à la fin, on se rappelle, ça c'est le post-incrément. Donc là, il va envoyer string index 0, donc le J dans notre cas à nous. Il va incrémenter index à la fin quand il va avoir fini de l'envoyer. Index va devenir 1. Il va revenir dans notre boucle, ici, retester. Donc, si c'est 0, il va arrêter, donc il ne va pas rentrer dans notre while, sinon il va rentrer à l'intérieur. Je peux mettre aussi les accolades si vous voulez que ça soit plus clair. Puis, tenez, vu qu'on a des accolades, maintenant on pourrait dire séparer les choses juste pour que ça soit un petit peu plus simple à visualiser pour tout le monde. Donc ici, il teste la position 0, un A, il va rentrer, c'est différent de 0, il va rentrer à l'intérieur, il envoie le caractère, il augmente l'index, il revient, il va dire OK, envoie maintenant l'autre caractère, là on est rendu à index 1, index 1 c'est lui, il va l'envoyer incrémenté, index 2, il va l'envoyer incrémenté, le O, il va l'envoyer incrémenté, ah, ça c'est 0, 0, le while devient faux, il va sortir, on a terminé. Bon, le danger qu'on aurait en ce moment, ça serait par exemple d'avoir un index qui jamais va revenir va nous permettre de sortir. Donc là, il faudrait tester quelque chose du genre s'assurer que index est plus petit qu'un certain nombre. Donc ici, je pourrais dire et index est plus petit que, je sais pas, moi je peux dire, ben moi mes strings ne doivent jamais avoir plus que 100 caractères. Je pourrais mettre une limite comme ça, ou plus petit que 255 là, pour m'assurer que quand j'arrive à 255, en fait, il va me sortir de là. Parce qu'il ne faut pas qu'il me sorte à 0, il faut qu'il m'accepte à 0. Donc, ça, c'est peut-être plus simple comme ça. On va exploiter pratiquement le maximum. Quand on fait la documentation, donc ici, je fais, dans mon cas à moi, refactor, document method, il m'ajoute automatiquement les choses. Je pourrais dire affiche les caractères 1 à 1 pour une
chaîne d'un maximum de 255 caractères. Chaîne de caractères. On comprend que c'est le type char étoile. Puis après, on pourrait dire, on aurait pu donner l'information ici, longueur maximum de 255. Excellent. Fait que là, on a hypothèse. On peut l'essayer, voir si ça fonctionne. J'aime mon prof. Super. De façon générale, quand une fonction a besoin de paramètres, on se demande tout le temps, est-ce que c'est nécessaire que ce paramètre-là soit global? Donc, est-ce qu'on a besoin que ce paramètre-là soit global? Dès que la réponse est non, comme par exemple ici, mon index. Est-ce que je pourrais avoir un index global? Peut-être. Ça serait une très mauvaise façon de faire parce qu'en réalité, index est utilisé que dans ma fonction qui est ici. Et si j'ai plusieurs index, on a vu dans le cas de masquage, dans certains cas, on pourrait avoir des comportements inattendus. Comme par exemple, si j'oublie de déclarer mon index avec le type, puis que je commence à faire des modifications dessus, mais si la variable index existe ailleurs, je suis en train de la modifier ailleurs. Donc, à chaque fois qu'on met des variables globales à l'intérieur d'un fichier, bien, on ouvre la possibilité de faire une erreur. Donc, il faut toujours se demander, est-ce que c'est vraiment nécessaire que ce paramètre-là, que cette variable-là soit globale? Dès que la réponse est non, qu'on n'est pas capable d'être vraiment oui à 100%, là, on arrête ça, on met ça local. Et dans le pire des cas, si on a besoin que cette information-là soit passée, on la passera en paramètre. Excellent. Donc là, on a LCD hypothèse. On voudrait créer maintenant la fonction qui fait le positionnement de notre LCD. Pour ça, il va falloir retourner un peu dans la feuille de spécification. Puis je regarde l'instruction set dd ram adresse. Donc, c'est avec cette commande-là qu'on arrive à positionner le curseur parce qu'en fait, on se rappelle que ce qui est affiché à l'écran du LCD, c'est ce qu'il y a en mémoire. Donc, en allant positionner le compteur d'adresse à une adresse en particulier, automatiquement, c'est là qu'on envoie le curseur. Donc ici, c'est ce qu'on voudrait faire, nous, cette commande-là. On peut voir que c'est ls à 0, write à 0. Ensuite, la commande, ça commence par bit set à on. Et les 7 autres bits, c'est l'adresse qu'on veut obtenir. Donc, puis, il y a une autre chose qu'on se souvient, c'est que la première rangée, les adresses commencent à 0. Donc, nous, on a de 0 jusqu'à 15 qui sont disponibles en haut. Puis, en bas, les adresses vont fonctionner à partir de 40. Donc là, il va falloir augmenter ça en bas. Donc, pour augmenter un petit peu plus haut, les adresses une à une. Bon, là, j'ai copié la commande qu'on doit envoyer. Donc, là, c'est pas un secret, là, la commande, en réalité, c'est tout le temps la même chose. RS à 0, puis ensuite, on a notre commande comme telle. Ce qui nous reste à déterminer vraiment avant, c'est comment va être construite notre commande. Donc, supposons qu'on sait déjà qu'on a une commande qui va être créée. On sait que son bit ici va être à on, donc elle va être 0x80 à la base. Ici, on va séparer en 4. On a dit, nous, on a 16 caractères. Puis, l'adresse, ça nous donne la position. Donc, on sait que sur notre LCD, le caractère 0, il est ici. Puis là, on augmente. Hein, puis le caractère qui est ici, donc si je donne l'adresse 0F, là, je suis rendu à mon 16e caractère, donc je suis ici. Puis, quand j'arrive en bas, c'est les adresses en hexadécimal 40 jusqu'à, j'imagine, 4F. Donc ça, c'est nous pour le 16 caractères, comment il fonctionne. Et là, on peut dire, OK, moi, regarde, c'est tout le temps le dernier nibble, donc les 4 bits les moins significatifs qui m'intéressent. Je vais faire un masque ici pour le X. Puis tout ce qui m'intéresse, c'est le Y qui va décider est-ce que je mets ce bit-là à 1 ou à off. C'est super facile de construire ma commande. J'ai juste à dire, ma commande c'est 0x80. Puis ensuite, je fais un test sur Y. Donc si Y vaut quelque chose, je vais faire un OU sur cet élément-là.
Puis ensuite, ben, je vais venir rabooter à l'intérieur mon adresse. Donc, je peux partir mon algo, hein, on peut le dessiner maintenant si on a une petite idée de ce qu'on a à faire. Donc, au début, ben, première chose, c'est une commande que je vais envoyer, mais au cas où, on va juste le spécifier. On va faire rs égale à 0. Ensuite, on va bâtir la commande. Donc, la commande, on va la mettre égale à 0x80. Bon, c'est sûr qu'on peut mettre ça déjà dès le départ, dès qu'on va définir la variable. Ensuite, on va faire un premier embranchement sur y. Donc, est-ce que y est égal à 0? Ben, si oui, on ne fait rien finalement. On n'a rien à faire. Sinon, tout ce qu'on fait, c'est qu'on va aller mettre, on va le dire en texte, là, le bit 6 de commande à 1. Excellent. Ça, ici, ça s'en vient en dessous. Et se rejoindre. Là, on va continuer notre algorithme. Désolé pour les zigzags. Il nous reste simplement le prochain traitement qui se fait ben, faire un OU, donc masque. 4 bits, les 0 à 3 de la commande. De X avec la commande. Ensuite, il nous reste à faire l'écriture des 8 bits. On sait que notre attente à nous est de 37 microsecondes. C'est la fin. Bon, ce délai-là, on n'aura pas besoin parce qu'il est déjà inclus dans l'écriture des 8 bits. On n'a pas besoin de faire cet aspect-là. C'est bon, on a notre algo. Ça, c'est sur notre feuille, devant nous. On peut partir puis faire notre code. On retourne à rien. Ça s'appelle LCD set pose. Puis en paramètre, on recevait uint 8x, uint 8y. Excellent. On y remettre le prototype après. On ne l'a pas mis. Première étape, on a dit qu'on mettait LCD RS à off. Excellent. Ensuite, on devait gérer une commande. Donc, on va se créer une variable cmd, va être local, et qui commençait à 0x80 parce que c'est la commande particulière pour positionner l'adresse de DDRAM. Bon, on comprend. On pourrait faire des define aussi naturellement quelque part, mais là avec le commentaire, comme je disais, quand ils ont des chiffres magiques, on met un petit commentaire à côté. Ensuite, on avait notre condition. Donc, si Y, donc moi, à partir du moment qu'Y vaut quelque chose, dans le logigramme, on avait dit si Y est égal à 0, mais en fait, vu qu'on fait juste quelque chose quand Y vaut quelque chose, on va inverser la condition ici. Donc, si Y vaut quelque chose, tout ce qu'on avait à faire, c'était un masque. Donc, on faisait un masque sur le bit 6. Positionner l'adresse à 0x40 pour la ligne 2. Excellent. Puis finalement, CMD ou égal. Là, il nous restait à faire le masque avec X. Donc X, on va masquer les bits, juste garder les moins significatifs. Hein, pour éviter là, si quelqu'un s'est trompé et nous donnait un X trop grand, là, que ça nous cause des problèmes. C'est sûr que si on avait un LCD avec plus que 16 caractères, ça nous causerait des problèmes. Ben, nous, c'est pas le cas, donc tout va bien. Ceci, ça crée la commande pour positionner notre LCD. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est appeler notre commande 8 bits. Donc la commande 8 bits fait le délai, comme on disait. Ah, puis celle-là en plus, on recevait en paramètre le RS. Donc on peut voir ici, là, il reçoit en plus le RS. Fait correct, on va lui passer RS qui est à 0, vu que c'est une commande.
Puis on va pouvoir effacer cette étape-là qui ne sera plus nécessaire. Notre code, c'est maintenant simplement ça. On va copier l'entête. On peut vérifier si ça compile d'abord. Ça compile, on est heureux. On peut aller maintenant dans lcd.h, puis on va ajouter notre prototype. On va pouvoir l'utiliser dans le main. On va tester la fonction lcd setPos. Là, on va le placer au début de la ligne du bas. Je vais juste mettre, on envoie ça. Et maintenant, rendu en bas, on pourra aussi le décaler. Je pourrais l'envoyer sur la ligne du haut, mais le décaler, tenez, au milieu. Aucun problème. Donc, il peut décaler sans aucun problème. Il peut recevoir aussi une chaîne de caractères sans aucun problème non plus. On a nos deux fonctions qui sont maintenant disponibles. Maintenant terminé. Donc, on a vu les avantages et inconvénients des fonctions. On a fait un retour sur les types d'occurrences qu'on peut avoir d'une fonction, c'est-à-dire la déclaration ou ce qu'on appelle le prototype, la définition, là où on retrouve le code, puis les appels. Après, on avait vu le découpage des fonctions. On a fait un petit retour sur des notions préalables. On a rediscuté de la portée des variables et du masquage des variables. Finalement, on s'est attaqué à la division d'un programme. Je vous ai fait un exemple pour deux fonctions du contrôleur HD44780. On a eu une discussion sur les fonctions publiques et privées en langage C. Je vous ai montré une astuce pour le nom des fonctions quand on crée notre bibliothèque afin qu'il soit plus facile à réutiliser à l'intérieur, par exemple d'Atmel Studio. On a vu aussi l'organisation des fichiers dans Atmel Studio, plus spécifiquement. On a finalement terminé avec un exemple de planification des fonctions et un exemple sur deux autres fonctions qui utilisaient cette fois-ci des paramètres. À bientôt dans une prochaine vidéo.